Comment les Amérindiens ont-ils été anéantis? Pendant des millénaires, ils furent les véritables maîtres de cette terre, de ce nouveau monde. Les civilisations anciennes vivaient en harmonie avec la nature, attribuant une signification à chaque couleur de l'arc-en-ciel et cherchant les esprits de leurs ancêtres au plus profond des forêts. Cependant, cet ordre fut brisé par l'ouverture de l'un des chapitres les plus sanglants et les plus brutaux de l'histoire. L'apparition des navires de colons à l'horizon marqua le début d'une nouvelle ère pour le continent américain et d'une douloureuse lutte pour la survie des peuples amérindiens. Cette destruction fut marquée non seulement par les guerres, mais aussi par de nombreuses autres catastrophes. Cela se fit par des méthodes plus insidieuses et destructrices encore. Comment ces peuples anciens ont-ils été détruits et comment les histoires qu'ils ont laissées ont-elles survécu? Guerre, épidémie, migration forcée et oppression culturelle. Chacune de ces épreuves a progressivement anéanti l'existence des peuples amérindiens. Ce processus ne s'est pas limité à l'accaparement des terres et des richesses. Ce fut aussi une lutte acharnée, au cours de laquelle un mode de vie, une croyance et un esprit ont été tentés d'être détruits. Examinons le côté sombre de cette tragédie. Promenons-nous dans ces couloirs et découvrons les coulisses du grand désastre qu'ont connu les Amérindiens. Bienvenue sur la chaîne Sommeil et Histoire. Avant de mettre de côté le stress de la journée et de commencer notre voyage, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en aimant la vidéo. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour créer du nouveau contenu chaque jour. Merci d'avance. Nous sommes le 12 octobre 1492. Sur une petite île des Bahamas, les habitants aperçoivent un bateau qui approche et sont remplis de curiosité et d'un brin d'anxiété. Ils marchèrent vers le rivage. Ils étaient loin de se douter ce jour-là que leur vie ni celle des marins de ce bateau ne serait plus jamais la même. Ce grand homme à la peau blanche qui descendit du bateau entrerait dans l'histoire sous le nom de Christophe Colomb. Pour les autochtones, il était comme un dieu descendu du ciel ou un étrange invité venu d'une terre lointaine. Ils ne voyaient qu'une curiosité étrangère et non la civilisation que les Européens apporteraient. Arrivés sur le rivage, l'homme et son équipage acceptèrent la nourriture, les cadeaux et l'amitié offerte par les autochtones. Mais l'intention derrière cette première rencontre n'était ni la découverte ni l'amitié. C'était le début d'une civilisation déterminée à conquérir un nouveau continent, en quête de richesse et de pouvoir. Ce début innocent fut la première étape d'un processus tragique qui allait radicalement changer la vie de millions de personnes, détruire leur culture et réécrire le destin d'un tout continent. Ces étrangers venus d'outre-mer s'abattirent sur le monde amérindien tel un météore. Les pas de Colomb marquèrent non seulement la terre, mais aussi l'âme de ces civilisations ancestrales. Ce nouveau monde n'était ni neuf ni vide. Pendant des millénaires, d'incomptables tribus s'étaient installées sur ces terres, développant leur propre langue, croyances et structures sociales. Pour elles, le monde n'était pas un réservoir de ressources, c'était un lieu sacré, imprégné des esprits de leurs ancêtres et de la nature. Mais les colons ne percevaient pas cette richesse spirituelle. Leurs yeux étaient rivés sur l'éclat de l'or, le parfum des épices et le pouvoir infini promis par ces nouvelles terres. Les premiers instants de cette rencontre furent comme une scène de théâtre. D'un côté, un peuple curieux et pacifique, de l'autre, un groupe de marins aux intentions cachées. Les Taïnos accueillirent les Espagnols avec hospitalité, leur offrant nourriture, eau et objets de valeur. Ces premières interactions semblaient fondées sur une amitié mutuelle. Cependant, les entrées du journal de Colomb montrent clairement comment cette relation se détériora rapidement. Décrivant les indigènes comme des sujets propices à l'esclavage et faciles à convertir au christianisme, Colomb les traita non pas comme des êtres humains, mais comme des créatures à conquérir. Il considérait la terre comme une source. Cette perspective détruisit rapidement l'innocence du premier contact. Les Espagnols percevaient la générosité des autochtones comme une faiblesse. Leur nature désarmée, pacifique et bienveillante constituait un avantage pour eux. Le premier objectif de Colomb était de trouver de l'or. Lorsqu'il aperçut des pièces d'or parmi les objets qu'il avait pris aux autochtones, il pensait avoir trouvé la source de la richesse qu'il recherchait sur ce nouveau continent. Cette découverte marqua le début d'un pillage et d'une exploitation qui se poursuivraient pendant des siècles.
Colomb arriva en Espagne. Son retour apporta non seulement une carte de nouvelles terres, mais aussi la promesse de richesses infinies et d'un peuple asservi. Cette nouvelle allait déclencher une course à la conquête parmi les puissances européennes. Le facteur qui décima le plus rapidement et le plus brutalement la population amérindienne ne fut peut-être pas la guerre ni les massacres. C'était un ennemi invisible, les épidémies. Les maladies apportées par les Européens, comme la variole, la rougeole, la grippe et la typhoïde, étaient inconnues du système immunitaire des peuples autochtones. Ces virus étaient des armes mortelles pour les populations autochtones. Les contacts avec l'arrivée de colons ont entraîné une propagation rapide de ces maladies sur tout le continent. Les tribus autochtones étaient vulnérables à ces nouvelles maladies terrifiantes. De nombreux villages et tribus ont été complètement anéantis par des virus propagés uniquement par les routes commerciales ou les migrations, sans aucun contact physique avec les Européens. Les historiens estiment que plus de 90% de la population amérindienne a succombé à ces épidémies au 1er siècle après Colomb. Ce fut l'une des plus grandes catastrophes démographiques de l'histoire de l'humanité. Les épidémies détruisirent complètement la structure sociale, les croyances et les systèmes de leadership des communautés amérindiennes. Les guérisseurs, chefs et anciens disparus emportèrent avec eux la mémoire et la sagesse des tribus. Les survivants furent plongés dans un profond désespoir par ces morts soudaines et inexplicables. Cette dévastation ne fut pas seulement une destruction physique, mais aussi une dévastation spirituelle et culturelle. L'héritage de Colomb est un sujet controversé. Pour certains, il était un héros qui a introduit la civilisation dans un monde nouveau. Mais pour les peuples autochtones et leurs descendants, Colomb était un envahisseur impitoyable qui a déclenché la catastrophe de leurs ancêtres. Ces monuments qui portent son nom restent aujourd'hui au cœur du débat. Ces découvertes ont inauguré une nouvelle ère de prospérité et de puissance pour l'Europe, tandis que pour les Amérindiens, elles ont marqué le début d'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Cette rencontre n'était pas seulement une découverte géographique, mais aussi la rencontre entre deux mondes différents, deux systèmes de valeurs différents. Ce fut un choc. Cette collision ouvrit la voie à l'essor d'une civilisation et à la disparition tragique d'une autre. Colomb n'était pas qu'un simple marin, il fut l'architecte d'un monde nouveau tout en détruisant l'ancien. Lorsqu'un chef amérindien vit un colon européen exiger effrontément une part de sa terre, il le regarda avec une expression d'incompréhension. Pour le chef, la terre ne s'achetait ni ne se vendait. C'était le lieu où reposaient les ossements de ses ancêtres, où leurs esprits erraient, la nature et la vie elle-même. Tu as dit, le chef dit, vous venez de la mer et vous nous dites que la terre est une marchandise. Comment pouvez-vous vendre le vol d'un oiseau, le débit d'une rivière ou le mouvement d'un nuage ? Ces mots ont révélé le fossé entre les visions du monde de deux civilisations différentes. Pour les Européens, la terre signifiait une propriété à cultiver, exploiter et échanger. Pour les Amérindiens, elle était la base d'un lien spirituel, d'une identité et d'une existence. Le désir des Européens de conquérir et de posséder cette terre profondément indivisible a suscité des divergences philosophiques et a déclenché l'un des plus grands conflits de l'histoire. Les premiers pas de Colomb ont non seulement été la découverte d'une nouvelle géographie, mais aussi le transfert d'un nouveau système de pensée sur cette terre, le concept de propriété. Les colons arrivant d'Europe vivaient dans l'esprit de l'ordre féodal et de la propriété privée de leur propre pays. Pour eux, les terres non habitées, non clôturées ou non cultivées étaient des terres incultes. La possession de ces terres incultes marquait le début de la civilisation et était un signe de progrès. Lorsque les colons espagnols, anglais, français et hollandais arrivèrent sur le nouveau continent, ils furent éblouis par les vastes étendues de terre qu'ils découvrirent. Le mode de vie nomade ou semi-nomade des Amérindiens signifiait qu'ils n'avaient aucun droit permanent sur ces terres aux yeux de ces Européens. Ils commencèrent à déclarer les terres autochtones leur propriété, par droit de découverte ou par permission divine. Ces revendications s'appuyaient sur l'histoire séculaire des autochtones. Les revendications territoriales des Européens furent légitimées par diverses méthodes. Les Espagnols s'appuyaient généralement sur le principe de la découverte et de la conquête, revendiquant des terres au nom du roi d'Espagne. Les Anglais, quant à eux, concluaient des accords avec les autochtones, tentant souvent d'acquérir des terres par des moyens frauduleux et coercitifs. La méconnaissance des autochtones du système d'accords écrits des Européens facilitait les abus. Dans de nombreux accords, seules les tribus amérindiennes étaient concernées.
Alors qu'ils croyaient accorder le droit d'utiliser une zone spécifique, ils transféraient en réalité la propriété de l'ensemble du territoire aux Européens. Cela a donné lieu à de nombreux incidents où les autochtones ont été trompés et privés de leurs droits. Parfois, ces accords n'ont même pas été respectés. Les Européens se sont simplement installés sur les terres, ignorant les autochtones. Ces colonies ont chassé les tribus autochtones de leur territoire de chante, de leurs sites sacrés et même de leurs villages. Après la guerre d'indépendance américaine, les États-Unis d'Amérique nouvellement créés ont vu le jour. Le gouvernement adopta officiellement la même ambition territoriale. Il dirigea les colons vers l'ouest, colonisant les terres amérindiennes. Cette idéologie, appelée Destinée manifeste, prenait l'idée que l'expansion de l'Amérique vers l'ouest était un devoir divin. Selon cette idéologie, les colons blancs avaient l'obligation de civiliser ces terres, qu'ils considéraient comme sauvages et primitives. Cette mentalité percevait la résistance amérindienne non comme une légitime défense, mais comme un acte de résistance à la civilisation. Cela les a amenés à considérer cela comme un soulèvement. Le gouvernement a alors commencé à réinstaller de force les autochtones dans les réserves par la force militaire. La loi sur la réinstallation des autochtones, signée en 1830, a ouvert la voie à des événements tragiques comme la piste des larmes. Le gouvernement menait des opérations militaires contre les tribus autochtones et réprimait violemment celles qui résistaient. Les revendications territoriales n'étaient pas seulement une question de propriété, elles constituaient aussi un outil de génocide culturel. Pour les Amérindiens, la terre n'était pas seulement un espace physique, cela faisait également partie de leur identité, de leurs croyances et de leurs traditions. Les tombes de leurs ancêtres, les lieux sacrés, les arbres et les rivières qu'ils vénéraient faisaient tous partie de cette terre. Être chassés de ces régions signifiait non seulement perdre leur foyer, mais aussi leur univers spirituel et leur être même. La fragmentation de leurs terres affaiblissait les liens sociaux des tribus et rendait impossible toute résistance unie. À cela s'ajoutait la réduction des territoires de chasse et l'extinction de ressources alimentaires essentielles comme le bison. Cette situation démontrait clairement que le processus que les Européens appelaient civilisation était en réalité un processus de destruction et d'exploitation. Malgré des générations de résistance, les revendications territoriales incessantes des Européens ont fini par réduire considérablement l'espace vital des Amérindiens. Aujourd'hui, de nombreuses communautés amérindiennes vivent sur une infime fraction des terres qu'elles possédaient autrefois. Ils continuent de vivre dans des réserves. Ces réserves, souvent construites sur les terres les plus arides, abritaient des communautés confrontées à des difficultés économiques. Cette histoire tragique est l'un des exemples les plus frappants de la façon dont une civilisation peut détruire sans pitié l'existence d'une autre et son lien unique avec la nature. Lorsque toute la tribu vit la première rougeur sur le front de cette petite fille, une peur inconnue s'empara d'eux. Cette rougeur se répandit bientôt dans tout son corps. La grêle se transforma en cloque et la fièvre ravagea son corps. Pour ces gens, jusque-là familiers avec des maladies rares réservées aux personnes âgées et aux guérisseurs, cette nouvelle maladie était comme une malédiction. Lorsque la jeune fille mourut dans d'atroces souffrances quelques jours plus tard, personne ne savait que cette tragédie n'était pas un incident isolé, mais plutôt le signe avant-coureur d'une catastrophe invisible qui entraînerait la fin de tout un peuple. Cette maladie ne s'était transmise ni par l'épée ni par le fusil. Elle se propageait silencieusement à travers la peau des marins des navires de colons. Et maintenant, cet hôte mortel venu d'outre-mer lançait un génocide contre les peuples autochtones des Amériques. Les épidémies apportées par les Européens aux Amériques ont peut-être joué le rôle le plus important et le plus dévastateur dans la destruction de la population amérindienne. Les historiens qualifient ces maladies de génocide silencieux des microbes. Contrairement aux Européens, qui avaient vécu aux côtés d'animaux domestiques en Eurasie pendant des millénaires et développé une résistance aux maladies, le système immunitaire des peuples autochtones était totalement sans défense. La rougeole, la grippe, la typhoïde et surtout la variole étaient pour eux des virus nouveaux et mortels. Des colonies autrefois densément peuplées furent réduites à l'état de villages fantômes par les ravages de ces épidémies. Selon certaines estimations, au cours des 150 premières années suivant l'arrivée de Colomb, près de 90% de la population amérindienne mourut de ces maladies.
Cette catastrophe démographique fut d'une ampleur sans précédent dans l'histoire mondiale. La propagation de ces épidémies était due non seulement au contact direct entre Européens et colons, mais aussi à la... Ce phénomène s'est également produit par le biais des routes commerciales et des migrations internes des tribus autochtones. Les commerçants européens, passant d'une tribu à l'autre, ont transporté sans le savoir des virus mortels. Les membres de ces tribus ont ensuite interagi avec les tribus voisines, propageant la maladie à des zones plus vastes. Cette réaction en chaîne a provoqué une propagation fulgurante des épidémies à travers le continent. Incapables d'en comprendre les causes, les tribus ont éprouvé une peur et une panique intenses face à ces morts soudaines et inexplicables. Guérisseurs, bien que les tribus et les prêtres aient tenté de combattre la maladie par des méthodes traditionnelles, ils étaient impuissants face à cet ennemi invisible. Les ravages causés par les épidémies ne se sont pas limités au déclin démographique. Ils ont également entraîné l'effondrement des structures sociales. Les anciens, les sages, les chefs et les guérisseurs des tribus étaient parmi les plus vulnérables à la maladie. Leur disparition a également emporté avec elle la mémoire, les traditions et les systèmes de gouvernance des tribus. La maladie a détruit l'arbre généalogique d'une tribu, la sagesse accumulée au fil des générations et son patrimoine spirituel. Les tribus rompaient leurs liens. Les survivants étaient traumatisés, privés de leadership et désespérés. Cela facilita l'avancée des Européens. Déjà affaiblis et dispersés par les épidémies, les tribus étaient moins capables de résister à la puissance croissante des Européens qui convoitaient de nouvelles terres. Certains historiens suggèrent également que les épidémies étaient délibérément utilisées comme armes. Au XVIIIe siècle, le commandant britannique Geoffrey Amherst tenta de briser la résistance des Amérindiens en leur injectant la variole. Des documents attestent que les Européens projetaient de distribuer des couvertures infectées. De tels incidents montrent que les Européens étaient conscients de l'impact dévastateur des épidémies et n'hésitaient pas parfois à les exploiter à leur profit. Ces actions délibérées ont transformé une situation déjà catastrophique en une sauvagerie inhumaine. Ce tragique événement vécu par les peuples autochtones d'Amérique fut une catastrophe rarement vue dans l'histoire de l'humanité. Un peuple qui, contre sa volonté, est venu d'un monde qu'il ne connaissait pas. La destruction de la Terre par des ennemis microscopiques n'était pas seulement une histoire de guerre et de conquête, mais aussi celle d'un choc entre la science, la culture et les systèmes immunitaires. Les effets de ces épidémies font encore débat aujourd'hui, et l'expérience amère des Amérindiens est considérée comme l'une des pages les plus sombres de l'histoire. Cet événement dramatique démontre que l'histoire ne se résume pas à l'histoire de grands dirigeants et de guerres, mais aussi à celle d'ennemis invisibles et d'interactions planétaires qui façonnent le destin de l'humanité. Cela montre comment le changement peut survenir. Un chasseur audacieux, poursuivant sa proie, se retrouva en territoire inconnu lorsqu'il aperçut de la fumée s'élever au loin. En s'approchant, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Ces gens, vêtus de vêtements traditionnels et parlant une langue différente, n'étaient pas de sa tribu. Leur musique, leurs danses et leurs histoires étaient différentes de tout ce que s'ils connaissaient. Cette différence ne faisait pas d'eux des ennemis. Au contraire, elle témoignait de la richesse et de la diversité de la mosaïque culturelle des Amériques. Dans ce vaste paysage, s'étendant de l'océan aux profondeurs des déserts, des montagnes enneigées aux forêts luxuriantes, chaque tribu s'est intégrée à son environnement, développant son propre mode de vie, ses croyances et sa langue. Si les Européens ont réuni ces peuples qu'ils ont appelés Amérindiens sous une même identité, ce nom a souvent éclipsé des centaines de civilisations différentes et des milliers d'années d'héritage culturel. C'est précisément le sujet de cet article. Différences négligées. Ces peuples, que les Européens regroupaient sous le seul terme indien, possédaient en réalité des centaines de langues différentes, des milliers de dialectes et d'innombrables traditions culturelles. Par exemple, les tribus iroquoises de la côte Est possédaient un système de gouvernement démocratique à plusieurs niveaux et vivaient en confédération sous le nom de Grande Union de la Paix. Cette structure offrait un système politique encore plus avancé et stable que celui de nombreuses nations européennes. A l'inverse, les Navajos et les Apaches de l'Ouest vivaient généralement en groupes plus restreints. C'étaient des tribus nomades ou semi-nomades qui se déplaçaient librement.
Leur mode de vie reposait sur la chasse et la cueillette, ce qui favorisait des communautés en perpétuel déplacement plutôt que de vastes implantations permanentes. La géographie était le principal déterminant de ces différences culturelles. Des tribus comme les Tlingit et les Haïda, qui vivaient le long de la côte nord-ouest du Pacifique, menaient une vie sédentaire grâce à l'accès aux produits de la mer et aux riches ressources forestières. Leur art, notamment leurs totems massifs et leurs masques sculptés avec minutie, étaient réputés pour leur savoir-faire. Parallèlement, les Unis et les Hopis, vivant dans les déserts arides du sud-ouest, étaient des experts en agriculture lunaire malgré la rareté des ressources en eau. Ils développèrent des techniques d'irrigation et fondèrent des villages autosuffisants. Leur mode de vie, leurs rituels et leur art céramique témoignaient de leur résistance et de leur adaptation aux défis du climat aride. Des tribus comme les Sioux, les Cheyennes et les Comanches des Grandes Plaines développèrent une culture basée sur la chasse au bison. Avec l'arrivée du cheval, ces tribus Ils devinrent une force incroyablement mobile et guerrière. Leur existence entière dépendait du déplacement des troupeaux de bisons, ce qui imposait un mode de vie nomade. L'art et la spiritualité de ces tribus étaient façonnés par l'esprit du bison. Les différences tribales ne se limitaient pas à leur mode de vie. Les structures sociales, les systèmes de croyances et les pratiques spirituelles variaient également considérablement d'une tribu à l'autre. Par exemple, certaines tribus avaient des régimes matriarcaux. Les femmes étaient responsables de la gouvernance et des prises de décision de la tribu. Elles ont joué un rôle important dans les processus du tribalisme. Par exemple, chez les Iroquois, la propriété foncière et la direction familiale appartenaient aux femmes. D'autres tribus, en revanche, avaient un ordre plus patriarcal. Les croyances spirituelles des tribus étaient également extrêmement diverses. Chaque tribu possédait ses propres mythes de la création, ses sites sacrés et ses guides spirituels. Pour certains, tout dans la nature possédait un esprit. D'autres vénéraient des dieux ou des ancêtres spécifiques. Les chamans et les guérisseurs jouaient un rôle central dans la vie spirituelle des tribus. Cependant, leurs rituels et leurs méthodes étaient différentes. La perception qu'avaient les Européens de ces tribus comme une seule entité contribua à leur destruction. Les colons considéraient tous les peuples autochtones comme un seul ennemi, sans distinction entre les Amérindiens, les bons et les mauvais. Cela rendait difficile la coopération et la formation d'une résistance unifiée entre les tribus autochtones. Un traité de paix conclu par une tribu avec les Européens pouvait être perçu comme une trahison par les autres tribus, entraînant des conflits intertribaux. Ces erreurs stratégiques, combinées à la supériorité militaire des Européens et à la propagation des épidémies, ont encore amplifié l'ampleur du désastre pour les peuples amérindiens. La riche diversité des tribus amérindiennes démontre que les Amériques sont non seulement un trésor géographique, mais aussi culturel. Leurs histoires ne sont pas seulement une tragédie commune, mais aussi un témoignage de la manière dont l'humanité s'est adaptée à des conditions diverses, a bâti des civilisations diverses et a forgé des liens uniques avec la nature. La destruction de cette diversité est une perte immense et irréparable pour l'humanité. À l'ombre d'un grand pin, un chasseur amérindien examinait attentivement la peau de castor qu'il tenait dans sa main. Ni lui ni ses ancêtres n'avaient jamais considéré cette fourrure douce et brillante autrement que comme un vêtement, un simple bien. Mais désormais, des hommes blancs venus d'outre-mer proposaient des prix incroyablement alléchants pour ces peaux. Haches en métal brillant, couteaux tranchants et fusils. Ces nouveaux biens allaient transformer leur vie. Cela semblait faciliter les choses. Cependant, l'attrait du moment occultait le fait que ce nouveau partenariat économique les entraînerait, eux et leurs tribus entières, dans un cycle d'exploitation qui les conduirait à une extinction irréparable. Ce commerce de fourrure n'était pas une simple transaction, c'était l'affrontement de deux mondes, de deux systèmes de valeurs différents. Et le vainqueur de ce conflit était déjà connu. La chasse était un mode de vie pour les tribus amérindiennes depuis des millénaires. Chaque animal qu'ils chassaient, La viande servait de nourriture, la peau de vêtements et d'abris, et les os d'outils. Ce cycle était étroitement lié à l'équilibre naturel et n'a jamais entraîné de problèmes tels que l'épuisement des ressources. Cependant, la demande incessante des Européens pour le commerce des fourrures a complètement perturbé cet équilibre fragile. La forte demande de fourrure de castor, en particulier, servait à la fabrication d'élégants chapeaux en Europe. Cela a conduit les Indiens à la chasse commerciale. Désormais, les tribus ne cherchaient plus seulement à subvenir à leurs propres besoins, mais aussi à commercer avec les Européens. Ils commencèrent à chasser à grande échelle pour accéder à leurs précieuses richesses.
Les haches métalliques, les couteaux et surtout les fusils améliorèrent considérablement l'efficacité de la chasse. Une chasse qui prenait autrefois des jours pouvait désormais être achevée en 1 heure. Cela entraîna un déclin rapide des populations animales et menaça gravement la principale source de revenus des Amérindiens. L'expansion du commerce des fourrures bouleversa également fondamentalement les relations traditionnelles entre les tribus. Les Européens abordèrent chaque tribu séparément, ils établirent des accords commerciaux distincts, accordant à certaines tribus des avantages plus importants et les dressant contre d'autres. Des tribus autrefois amicales s'affrontèrent désormais pour les meilleurs territoires de chasse à fourrure. Ces conflits devinrent de plus en plus sanglants, les fusils fournis par les commerçants européens modifiant la nature des guerres intertribales. Ce qui était autrefois des affrontements symboliques se solda désormais par des pertes massives. Cette situation profita aux colons européens. Les tribus affaiblies et en guerre luttèrent pour former un front de résistance uni. Elles facilitèrent à leur tour l'invasion européenne, en occupant leurs terres respectives et en exploitant leurs ressources. L'interdépendance économique fut une autre conséquence dévastatrice du commerce kurde. Les objets en métal et les fusils apportés par les commerçants européens forcèrent les Amérindiens à abandonner rapidement leurs outils et techniques de chasse traditionnelles. Les fusils étaient bien plus efficaces que les lances et les haches de fer bien plus efficaces que les haches de pierre. Cependant, ces nouveaux outils les rendirent dépendants des commerçants européens. Ils devinrent dépendants du commerce des fourrures pour la réparation de leurs fusils, l'approvisionnement en poudre et en munitions, voire simplement pour leurs besoins quotidiens. Cette dépendance devint encore plus dangereuse à mesure que les ressources en fourrure diminuaient. Avec l'effondrement du marché des fourrures, les tribus amérindiennes se trouvèrent incapables de retrouver leurs anciens modes de vie et de survivre dans leur nouvelle dépendance. Cette situation les plongea dans la faim et la pauvreté. Au fil du temps, la population de fourrures a considérablement diminué et la traite des fourrures a progressivement perdu de son attrait. L'intérêt des Européens s'est déplacé des fourrures vers des ressources plus durables comme la terre et les minéraux. Les tribus qui avaient établi et renforcé des relations avec les Européens pendant la période de la traite des fourrures leur sont également devenues inutiles. Les Européens ont utilisé la traite des fourrures comme un tremplin, explorant l'intérieur des terres amérindiennes et ouvrant de nouvelles perspectives aux colons. Ils avaient trouvé Riault et surtout affaibli les peuples autochtones de l'intérieur. L'essor et le déclin de la traite des fourrures était un exemple symbolique de l'exploitation et de la destruction subie par les Amérindiens dans leurs relations avec les Européens. Ce cycle commercial n'était pas seulement un échange économique, mais aussi une manifestation de l'érosion culturelle. La relation spirituelle et respectueuse des Amérindiens avec la nature céda la place à la mentalité d'exploitation et de profit des Européens. La peau de castor n'était plus un vêtement, mais un moyen d'échange. Et ce changement il symbolisait le début de la fin de la civilisation. Selon la légende, lorsque les guerriers amérindiens aperçurent pour la première fois les fusils entre les mains des Européens, ils ne comprirent pas les ravages que ces étranges tiges métalliques pouvaient causer. Voyant un ennemi lointain s'effondrer sous le coup d'un rugissement tonitruant au combat, ils pensèrent à un sort, œuvre d'un esprit maléfique. Leurs propres arcs et flèches avaient une portée limitée, mais cette nouvelle arme pouvait infliger la mort à une distance presque invisible. Cette rencontre n'était que 2 guerres distinctes. Ce fut le moment où, non seulement 2 techniques distinctes, mais aussi 2 civilisations différentes s'affrontèrent. D'un côté, des armes artisanales fabriquées à partir de matériaux naturels, de l'autre, des outils mortels alimentés par la puissance de la poudre à canon et du métal. Cette disparité technologique allait devenir l'un des plus grands défis et l'une des causes les plus brutales de la résistance des peuples amérindiens aux envahisseurs européens. L'un des éléments technologiques les plus importants apportés par les Européens aux Amériques fut sans aucun doute les armes à feu. Les guerriers amérindiens ont fondamentalement transformé la nature de la guerre. Ils combattaient avec des armes que leurs ancêtres utilisaient depuis des millénaires, comme des arcs, des flèches, des lances et des tomahawks. Ces armes étaient à courte portée, souvent efficaces d'un seul coup. Les conflits tribaux étaient souvent basés sur des démonstrations de bravoure, la capture de captifs ou des victoires symboliques, et se soldaient rarement par des pertes massives. Cependant, l'avènement du fusil a complètement changé la donne. Les fusils pouvaient infliger la mort rapidement et à distance. Cela a réduit à néant la manœuvrabilité et les tactiques de combat des Amérindiens. Les soldats européens pouvaient facilement vaincre les Amérindiens en maintenant leur portée.
Initialement, certaines tribus amérindiennes ont également commencé à acquérir des fusils. Cela s'inscrivait dans le cycle décrit dans notre article sur la traite des fourrures. Les tribus amérindiennes commerçaient avec les Européens pour obtenir des fusils, de la poudre à canon et des munitions. Cependant, cela a bouleversé l'équilibre entre les tribus. Les tribus possédant des fusils bénéficiaient d'un avantage significatif sur les tribus voisines. Ils gagnèrent, cette supériorité rendit les guerres pour les terres et les ressources plus sanglantes et plus destructives. Certaines tribus devinrent totalement dépendantes des commerçants européens. Elles devaient constamment commercer pour entretenir leurs fusils, leurs poudres à canon et leurs munitions. Cette dépendance les rendit vulnérables au pouvoir de négociation européen et intensifie leur exploitation. Cependant, la supériorité technologique européenne n'était pas limitée aux armes à feu. L'utilisation des chevaux façonna également la guerre et le mode de vie des Indiens. Un autre facteur important qui a changé le cours de l'histoire fut l'arrivée des chevaux par les Espagnols. Ils ont radicalement transformé la chasse et la guerre pour les tribus des Grandes Plaines. Un guerrier monté était beaucoup plus rapide et maniable qu'un fantassin. Si cela a accru la puissance de certaines tribus amérindiennes, la combinaison avec la technologie européenne des fusils et de l'artillerie a fait pencher la balance en faveur des Européens. Si les chevaux ont partiellement renforcé la résistance amérindienne, ils n'ont pas pu contrebalancer la supériorité militaire globale des Européens, extrait de la Révolution américaine. Les États-Unis nouvellement créés exploitèrent pleinement cette supériorité technologique et poursuivirent leur politique d'expansion vers l'ouest. L'armée était équipée de fusils et d'artillerie moderne et mena des campagnes systématiques contre les tribus amérindiennes. Malgré leur courage et leur résilience, les guerriers amérindiens ne purent combler ce retard technologique. Les guerres indiennes du 19e siècle furent généralement remportées grâce à la supériorité technologique de l'armée américaine. Des massacres comme ceux de Wounded Knee et de Knives furent le résultat de cette avancée technologique. Ce fut l'un des exemples les plus brutaux d'indignité. Plusieurs centaines d'Amérindiens furent rapidement massacrés par des troupes équipées d'armes modernes. Ceci prouva l'infériorité non seulement du courage des guerriers amérindiens, mais aussi des outils qu'ils utilisaient face à leurs ennemis. Bien que les Amérindiens aient tenté de développer des stratégies de résistance face à cette supériorité technologique des Européens, leurs efforts furent généralement infructueux. Certaines tribus eurent recours à des tactiques de guérilla et utilisaient des méthodes d'embuscade. Cependant, ces tactiques se révélèrent inefficaces à long terme face aux vastes forces européennes et à leurs armées en constant renouvellement. Cette disparité technologique laissa de profondes blessures, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le monde spirituel des Indiens. Leur identité et leur gloire guerrière traditionnelle étaient dénuées de sens face aux réalités brutales de la guerre moderne. Cette situation conduisit à la destruction physique et spirituelle. En repensant aujourd'hui à cette histoire douloureuse, nous constatons que les différences technologiques n'ont pas seulement influencé le cours des guerres. Nous voyons comment cela peut déterminer non seulement le sort d'une guerre, mais aussi celui de toute une civilisation. La courageuse résistance des peuples amérindiens n'a malheureusement pas suffi face à la puissance brutale des technologies de guerre modernes. Ce récit n'est pas seulement une tragédie, mais aussi le côté obscur du progrès et du pouvoir. Une mère Sérocaille était assise sur le seuil de sa maison pour la dernière fois. Le vent froid annonçait l'hiver et elle ressentait déjà le froid du voyage ardu qui l'attendait. La petite fille dans ses bras se demandait pourquoi sa mère était si... Elle ne comprenait pas son chagrin. Ils n'avaient que quelques miettes de nourriture et une couverture. Les champs et les granges qu'ils avaient autrefois, la terre sacrée où leurs ancêtres étaient enterrés, étaient abandonnés. La décision du gouvernement était sans appel. Soit ils migreraient vers l'ouest de leur plein gré, soit ils seraient contraints à l'exil. Sa mère savait que cette terre n'était pas seulement un foyer. C'était la voix de leurs ancêtres, le chant des rivières et le murmure du vent. Être déracinés de cette terre n'était pas seulement un déplacement physique, c'était aussi la perte de leurs âmes. Cela signifiait arracher un morceau de terre. Ce voyage brutal et forcé marqua le début de la Grande Migration, l'une des pages les plus sombres de l'histoire, à jamais gravée dans les mémoires sous le nom de Piste des larmes. L'oppression des Amérindiens atteignit son apogée au début du XIXe siècle. L'arrivée des colons blancs dans les États du Sud, notamment la découverte de mines d'or en Géorgie, accentua encore l'occupation des terres amérindiennes. Cette situation conduisit à l'élection du président de l'époque, Andrew Jackson.
Les lois sur le déplacement des Indiens, signées en 1830, donnèrent au président le pouvoir de déplacer de force les tribus amérindiennes vivant à l'est du Mississippi vers le territoire indien occidental de l'actuel Oklahoma. Cette loi marqua le début d'une politique brutale appliquée non seulement aux 5 tribus civilisées des Cherokees, des Creeks, des Chickasaw et des Choctaws, mais aussi à de nombreuses autres. Si le gouvernement présenta cette réinstallation comme un acte volontaire, en réalité, ces Indiens furent contraints de quitter le territoire. La menace et la pression exercées sur eux étaient incessantes. Le peuple Cherokee choisit une autre voie pour résister à l'injustice de la loi. Il recourut au système même de l'homme blanc, la loi. Dans l'affaire West Georgia, portée jusqu'à la Cour suprême en 1832, celle-ci statua que la nation Cherokee était un État souverain et que la Géorgie ne pouvait lui imposer ses propres lois. Cette victoire historique donna raison au peuple Cherokee. Cependant, elle n'apaisa pas ses souffrances. Le président Jackson s'opposa à la décision de la Cour et aurait déclaré « John Marshall a pris sa décision, il peut maintenant la mettre en œuvre ». Cet incident fut l'un des exemples les plus tragiques de la façon dont même le droit peut être victime de la politique aux États-Unis et de la fragilité des droits des peuples autochtones. Cette attitude du président révéla la facilité avec laquelle le gouvernement fédéral violait les promesses faites aux peuples autochtones. Le difficile parcours commença en 1838. L'armée américaine déporta les Cherokees de leur foyer. Ils furent chassés de leurs champs et de leurs sites sacrés. La plupart n'emportèrent que quelques biens, tout le reste fut pillé ou incendié par les colons blancs. Des dizaines de milliers d'Amérindiens partirent à pied, en chariot et à cheval pour l'Oklahoma. Ce fut un voyage de quelques 1600 km, marqué de températures glaciales, de pluies torrentielles et de maladies incessantes. En chemin, la malnutrition, l'épuisement et des maladies comme la pneumonie devinrent des ennemis mortels. Parfois, tant de personnes périrent, il n'y avait même pas d'arrêt pour les enterrements. Les morts étaient simplement abandonnés au bord de la route. Dans ces conditions horribles, près d'un quart des voyageurs, des milliers de personnes, périrent avant d'atteindre l'Oklahoma. Ce n'était pas qu'un chiffre, chacun avait une histoire, une famille et un rêve. La piste des larmes ne fut pas seulement une tragédie pour la peuple Cherokee. D'autres tribus, comme les Creeks, les Chickasaw, les Choctaws et les Séminoles, connurent des migrations forcées similaires. Chacune avait une histoire différente, mais la douleur qu'elle ressentait était commune. Ils furent l'une des premières grandes tribus à pénétrer dans la région et, comme les Cherokees, leur voyage fut semé d'embûches. Les Séminoles défièrent cette décision en se réfugiant dans les marais de Floride et en opposant une résistance acharnée. Cette résistance dégénéra en une guerre sanglante de 7 ans contre l'armée américaine. À l'exception d'un petit groupe, les Séminoles ne capitulèrent jamais complètement, témoignant de leur détermination et de leur dévouement à leur terre. L'héritage de la piste des larmes reste une profonde cicatrice dans l'histoire américaine. Cet événement ne concerne pas seulement un peuple. Il ne s'agit pas seulement d'un déplacement forcé, mais aussi d'un témoignage de la capacité du gouvernement à enfreindre ses propres lois, à ignorer le système judiciaire et à détruire sans pitié les valeurs culturelles et spirituelles d'une civilisation. Aujourd'hui encore, le souvenir de cette migration demeure une vive douleur au sein des communautés amérindiennes. Cette route, loin d'être en chemin physique, est devenue une cicatrice incurable au cœur d'une nation. Les guerriers amérindiens ont scruté chaque recoin de leur territoire, chaque ombre de chaque arbre et derrière chaque être à la recherche d'un ami. Ils se connaissaient comme s'ils se connaissaient. Au combat, tandis que les commandants américains avançaient leurs armées en ligne droite suivant les formations ordonnées familières aux Européens, les guerriers amérindiens se fondaient presque dans la terre elle-même. Pour eux, la guerre était davantage une combinaison d'intelligence et de sagesse du terroir que la puissance des fusils. Ils traquaient leurs ennemis avec la patience d'un chasseur, les attaquaient au moment où ils s'y attendaient le moins et disparaissaient comme des fantômes. Ici, dans l'une des guerres les plus inégales de l'histoire, les Amérindiens affrontèrent la supériorité technologique des Européens. Ce fut le début d'une guérilla porteuse d'espoir. Ces tactiques renversèrent non seulement le cours de la guerre, mais symbolisèrent aussi le courage et la ténacité des peuples amérindiens. La première rencontre entre Européens et tribus amérindiennes marqua le choc de 2 philosophies de la guerre. Les Européens adoptèrent un style de guerre discipliné et ordonné, basé sur une puissance de feu concentrée. Leurs batailles furent généralement remportées en terrain découvert grâce à la puissance des fusils et de l'artillerie. Pour les Amérindiens, la guerre était innée.
Ils savaient que combattre à découvert contre de grandes armées européennes était suicidaire. C'est pourquoi, grâce à leur connaissance géographique unique et à leur capacité d'adaptation environnementale, ils ont développé une forme de guerre inconnue des Européens, la guérilla. Ces tactiques visèrent à épuiser l'ennemi, à le démoraliser et à le vaincre à leur manière. L'un des éléments les plus importants de la résistance de la guérilla était les embuscades. Guerriers amérindiens, ils tendaient des embuscades dans des forêts denses ou des passages étroits, préparant leurs itinéraires à l'avance. L'unité ennemie était surprise, de manière inattendue, par une pluie de flèches et de balles provenant de derrière les arbres et les rochers. Ces attaques soudaines semaient le chaos dans les rangs ennemis, et les guerriers autochtones disparaissaient rapidement. Cette tactique de frappe éclair maintenait les armées européennes sur le qui-vive. Les soldats avançaient avec la crainte d'une attaque pouvant survenir de n'importe où et à tout moment. Cette situation les a épuisés physiquement et psychologiquement. Cette situation était particulièrement fréquente lors des campagnes de l'armée américaine contre les tribus amérindiennes. Les soldats étaient incapables de s'adapter à un terrain en constante évolution et avaient du mal à suivre les sentiers amérindiens. Une autre tactique importante était l'exploitation du territoire par les peuples autochtones à leur avantage. Les Amérindiens connaissaient le cours des rivières, les sentiers secrets et les grottes pouvant servir d'abri. Ce savoir leur a fourni des connaissances incroyables. Cela constituait un avantage stratégique. Par exemple, lors de la bataille de Little Big Horn en 1876, les Sioux et les Cheyennes exploitèrent brillamment le terrain pour encercler et détruire l'armée du général Custer. Cette bataille fut l'une des rares victoires prouvant que les guerriers amérindiens pouvaient mettre à genoux une armée disciplinée. Cette victoire était le fruit non seulement d'une résistance courageuse, mais aussi de tactiques de guérilla supérieures. Les tactiques de guérilla n'étaient pas seulement une stratégie militaire, mais aussi une forme culturelle de résistance. Il s'agissait d'une forme de guerre. Les guerriers amérindiens combattaient non pas là où l'ennemi était le plus fort, mais là où il était le plus faible. C'était leur façon de préserver leur esprit guerrier traditionnel sur un champ de bataille moderne. Cependant, ces tactiques se sont malheureusement avérées insuffisantes à long terme, malgré les ressources inépuisables des Européens. Le gouvernement américain a non seulement eu recours à la force militaire pour briser la résistance amérindienne, mais a également détruit des ressources vitales pour la population autochtone, comme le bison. Le massacre des troupeaux de bisons a décimé les tribus amérindiennes. Cela les a laissés face à la menace de famine et a considérablement affaibli leur capacité de résistance. Il s'agissait d'une forme brutale de lutte pour la survie, transcendant la technologie et la ruse. Cette guérilla des Indiens démontre leur excellence non seulement par leur force physique, mais aussi par leur intelligence et leurs compétences stratégiques. Les tactiques qu'ils ont employées ont inspiré de nombreuses guerres asymétriques à l'époque moderne. Cependant, cette résistance n'a pas résisté aux ressources technologiques et économiques de l'époque moderne. Un mode de vie qui avait dominé cette ère pendant des siècles fut bientôt contraint de céder la place à l'ère industrielle et à ses lois brutales. Selon la légende, un des sages chefs des Grandes Plaines observa un nuage de poussière s'accumuler à l'horizon. Cette fois, il réalisa que ce nuage n'était pas dû à l'arrivée des troupeaux de bisons. Auparavant, les chemins de fer et les grands colons amenés par les Blancs avaient perturbé les voies de migration naturelles des bisons et les avaient perturbés. Mais cette fois, c'était bien différent. C'était quelque chose. Derrière le nuage de poussière, on apercevait non seulement un groupe de chasseurs, mais les corps sans vie de centaines, voire de milliers de bisons. Pour les Amérindiens, les bisons n'étaient pas que des animaux. Ils étaient la vie même. Leur viande était leur nourriture, leur peau leur tente et leurs vêtements, leurs os des outils et leurs estomacs des récipients d'eau. Les bisons étaient des êtres spirituels, un don, et leur lien avec eux était le fondement de l'existence des tribus. Les hommes blancs le savaient pertinemment. C'est pourquoi ils voulaient mettre les Amérindiens à genoux. Ils avaient trouvé la méthode la plus brutale. Nous sommes leur génocide. Il ne s'agissait pas d'une simple chasse, c'était une tentative consciente et stratégique de saper l'essence même d'une civilisation. L'expansion de l'Amérique vers l'ouest au XIXe siècle menaçait les habitats traditionnels des tribus amérindiennes. Durant ce processus, le gouvernement américain et les colons employèrent diverses tactiques pour briser la résistance amérindienne. L'une des plus efficaces fut la destruction des troupeaux de bisons,
fondement de l'existence amérindienne. Lorsque les responsables gouvernementaux constatèrent que l'armée et les chasseurs peinaient à briser la résistance des Amérindiens, ils comprirent que la destruction des troupeaux de bisons était le moyen le plus rapide de les affamer et de les soumettre. Des chefs militaires, comme le général Philip Sheridan, soutinrent cette politique brutale, affirmant qu'un bon Indien était un Indien mort, et encouragèrent les chasseurs de bisons. L'abattage des bisons devint une activité industrielle. Avec la construction des chemins de fer, des chasseurs professionnels apparurent. Ils affluèrent vers l'ouest. Ces chasseurs abattaient des dizaines de milliers de bisons pour leur peau, laissant la viande pourrir. Les compagnies ferroviaires organisaient des expéditions de chasse aux bisons pour ces chasseurs, allant même jusqu'à s'adresser à de riches touristes qui tiraient sur les bisons depuis les fenêtres de leurs trains. En quelques années seulement, la population de bisons, qui comptait des millions d'individus, était au bord de l'extinction. La population, estimée entre 30 et 60 millions au début du XIXe siècle, avait chuté à quelques centaines seulement en 1890. Ce processus de destruction rapide et brutale a profondément bouleversé la vie des Amérindiens. L'extinction du bison a causé une dévastation physique et culturelle pour les tribus amérindiennes. Le bison était leur seule source de nourriture, de vêtements, d'abris, de fuiles et d'outils. La destruction soudaine et généralisée de cette ressource a exposé les tribus au risque de famine. Des milliers d'Amérindiens sont morts de froid et de faim pendant les mois d'hiver. Cette situation a gravement affaibli la capacité des peuples autochtones à maintenir leur résistance. Des hommes autrefois indépendants et fiers guerriers cherchaient désespérément à nourrir leurs familles. Pour éviter la famine, les chefs tribaux furent contraints d'accepter l'aide du gouvernement, notamment en s'installant dans des réserves et en modifiant leur mode de vie. Ceci prouvait clairement que le massacre du bison avait atteint son véritable objectif, soumettre les Indiens. L'extinction du bison fut également une profonde perte spirituelle. Dans les croyances amérindiennes, le bison est un être sacré, un don du Créateur. Leur lien avec lui passe par les esprits de leurs ancêtres. Son massacre fut aussi profond que leur lien. Nous, son massacre, avons détruit non seulement leur monde physique, mais aussi leur monde spirituel. Ce fut un génocide culturel. Un peuple qui vivait autrefois avec l'esprit du bison était désormais contraint de s'adapter à un nouveau monde sur les os de cet animal sacré. Cette tragédie est restée gravée dans les mémoires comme l'un des événements les plus douloureux de l'histoire des Amérindiens et reste une cicatrice profonde dans leurs âmes, encore aujourd'hui. Cette stratégie brutale fut adoptée par les Européens contre les Amérindiens. Il montre que l'homme blanc a combattu non seulement par la force militaire, mais aussi par la destruction de l'environnement et l'exploitation économique. Le génocide des bisons est l'un des aspects les plus sombres et les plus brutaux de la grande catastrophe subie par les peuples amérindiens. Cet événement illustre horriblement comment une civilisation peut détruire systématiquement l'existence d'une autre en exploitant toutes ses ressources vivantes. Dans une vallée des Grandes Plaines, où les bisons évoluaient autrefois librement, un vieux chef Sioux leva les yeux au ciel et vit que l'homme blanc n'était pas seulement la terre et les bisons, mais aussi, il avait également vu couler le sang d'innocents. Aux guerres, aux traités et aux migrations forcées qui se sont poursuivies au fil des ans, des événements sont restés à jamais gravés dans la mémoire des Amérindiens. Les massacres. Il ne s'agissait pas de simples affrontements militaires. Il s'agissait d'attaques organisées visant à semer la peur dans les villages sans défense, chez les femmes, les enfants et les personnes âgées, et à briser l'esprit de résistance. Ce parcours sanglant était la face la plus cruelle et la plus sombre de la tragédie vécue par les peuples amérindiens. Ces massacres, elle a révélé la brutalité des prétentions européennes à la civilisation et a démontré l'ennemi redoutable auquel la résistance amérindienne était confrontée. Avec le début de la colonisation européenne en Amérique, la violence contre les peuples amérindiens ne s'est pas limitée à la guerre. Les colons, puis l'armée américaine, ont fréquemment pris pour cible des civils innocents afin de briser la résistance des populations autochtones. Ces massacres visaient à saper le moral et la résilience de ces populations. Il s'agissait d'actes terroristes stratégiques. L'un des massacres les plus célèbres et les plus brutaux fut celui de Sand Creek, dans le Colorado, en 1864. Lors de cet incident, des troupes volontaires sous le commandement du colonel John Chivington attaquèrent le paisible village de Cheyenne et Arapaho. Le village avait hissé un drapeau blanc et un drapeau américain, signifiant qu'il était sous la protection du gouvernement américain.
Cependant, ces symboles de paix furent ignorés et les soldats massacrèrent environ 150 innocents, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cet événement horrible fut une catastrophe. Ce massacre révéla l'ampleur de la brutalité et des massacres commis par les Indiens et suscita une profonde méfiance et une peur profonde parmi les populations autochtones. Une atrocité similaire eut lieu dans le sud en 1890. Cet événement, connu sous le nom de massacre de Wounded Knee, est considéré comme le dernier conflit majeur des guerres indiennes. Un groupe de Sioux fut encerclé par le 7e régiment de cavalerie de l'armée américaine alors qu'il se rendait dans une réserve pour se réfugier. Les soldats exigèrent aux autochtones de rendre leurs armes. Au cours du conflit, un coup de feu partit accidentellement. Et les soldats tuèrent des civils ont ouvert le feu sur la population. Environ 300 Sioux, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées non armées, ont été massacrés par des tirs de fusil et d'artillerie. Ce massacre a été perpétré de sang-froid, comme une exécution. Wounded Knee n'était pas seulement une guerre, mais aussi une brutalité organisée contre un peuple accablé de désespoir. Cet événement est devenu l'un des exemples les plus symboliques des souffrances et de l'injustice subies par le peuple amérindien. L'objectif de ces massacres était de détruire complètement le peuple amérindien. L'objectif était de briser l'esprit de résistance. Les colons blancs et l'armée considéraient les peuples autochtones comme sauvages et primitifs et estimaient que toute brutalité à leur encontre était justifiée. Cet état d'esprit a donné lieu à des discours cruels, comme celui selon lequel un bon Amérindien était un Amérindien mort. Ces massacres ont causé non seulement des destructions physiques, mais aussi une dévastation spirituelle. La mort des anciens, des sages et des mères a emporté avec elle la mémoire des tribus, leurs traditions et les récits qui devaient être transmis aux générations futures. Les survivants furent traumatisés, perdus et désespérés. Cette situation ébranla profondément la résistance et la structure sociale des peuples autochtones. Cette histoire sanglante démontre que la lutte des Amérindiens contre les Européens ne concernait pas seulement la terre et les espaces de vie, mais aussi l'existence et l'honneur. Ils combattaient non seulement une armée dotée d'une technologie supérieure, mais aussi une mentalité qui n'hésitait pas à commettre des massacres brutaux et inhumains. Ces massacres comptaient parmi les plus graves. Elles demeurent l'une des pages les plus honteuses et l'une des preuves les plus concrètes des souffrances et des traumatismes subis par les peuples amérindiens. Elles révèlent à quel point la prétention de l'homme blanc à apporter le progrès et la civilisation est en réalité sanglante et destructrice. Lorsque les tribus Cheyenne et Arapaho se réveillèrent aux premières lueurs du jour, par une froide matinée enneigée, elles se croyaient en paix. Au-dessus de leur campement, près de Sand Creek, dans le Colorado, elles reçurent un panneau du gouvernement américain. Le drapeau américain et un drapeau blanc flottaient, symbole de la promesse. Ils voulaient faire la paix avec l'homme blanc et vivre ensemble dans la paix du pays. Un groupe de femmes préparait le petit déjeuner dans la tente du chef, des enfants jouaient dans la nage. Cependant, une silhouette inattendue apparut à l'horizon. Ce n'était pas seulement un groupe de soldats, c'était une unité de cavalerie de 700 hommes sous le commandement du colonel John Shivington, animé par un désir de vengeance. Ce matin froid, ils virent comment l'innocence pouvait être massacrée et comment cela démontrait comment graver une douleur indélébile dans la mémoire de la nation. Le massacre de Sand Creek, survenu le 29 novembre 1864, est entré dans l'histoire comme l'une des plus honteuses des innombrables tragédies subies par les Amérindiens. À l'origine de ce massacre se trouvaient la haine et la peur ressenties par les colons blancs de Colorado envers les Amérindiens. Des chefs militaires comme le colonel Shivington ont ouvertement déclaré qu'un bon Indien était un Indien mort, et ils ont considéré leur guerre contre les Amérindiens comme une croisade.